La créature que nous appelons aujourd'hui un éléphant de mer est de la même famille que les phoques. C'était à l'origine un mammifère terrestre. Depuis qu'il a adopté la vie marine, il s'est si bien adapté à sa nouvelle condition aquatique que sa vie n'a pas changé en 20 millions d'années. Cette vie est une pièce en 5 actes. Le combat, l'amour, la naissance, la vie marine et la mort. Le théâtre où se joue ce drame se situe sur une petite île du Pacifique, Guadeloupe, qui est l'un des derniers refuges des éléphants de mer de l'hémisphère nord. À 134 milles au large de la péninsule de Basse-Californie, au Mexique, la Calypso pénètre dans les eaux de Guadeloupe. Nos plongeurs devancent la Calypso et abordent l'île comme l'ont fait les éléphants de mer eux-mêmes lorsqu'ils y sont venus pour la première fois. Ils découvrent un étrange domaine où la végétation est luxuriante, mais les poissons assez rares, comme ce poisson rouge, un Garibaldi. Guadeloupe est une île récente. Elle a jailli de l'océan au cours d'une période d'activité volcanique voici 7 millions d'années. La masse de végétation qui s'accroche aux rochers et aux falaises surprend les plongeurs et suggère une grande richesse que l'île offre à la vie. Dans ces eaux qui atteignent 21 degrés centigrades, ce vieux vagabond qu'est l'éléphant de mer trouve un asile. L'origine des éléphants de mer remonte à plus de 20 millions d'années. Leurs ancêtres vivaient sur la terre ferme et ressemblaient probablement à des loutres ou à des chiens. Ils ont ensuite opté pour la vie aquatique, s'y sont adaptés et y ont beaucoup grossi. Ce sont des nomades qui passent plus de 7 mois par an en plein océan, mais il leur faut toujours revenir au sec à la saison des amours et de la mue. Pendant des siècles, l'île sauvage de Guadeloupe était la principale retraite amoureuse des éléphants de mer de l'hémisphère nord. Sur le continent américain, où se trouvait leur plage préférée, ils ont été harcelés, chassés par les premiers colons. Ici, sur l'île de Guadeloupe, ils ont prospéré jusqu'à ce que les hommes les aient poursuivis, menaçant de nouveau la survie de l'espèce. Afin de déranger le moins possible les animaux, Cousteau et son caméraman partent avec une équipe réduite. Un spécialiste de la biologie marine, Ted Walker, le chef plongeur Raymond Canoë et Philippe Cousteau. Voici 80 ans, il n'y avait pratiquement plus signe de vie sur ces plages. Les éléphants de mer avaient été massacrés et l'espèce était en voie de disparition. Depuis 1911, le gouvernement mexicain les a pris sous sa sauvegarde et le renouveau de l'espèce a été l'un des plus spectaculaires qui se soit produit dans le monde animal. C'est pour étudier leur vie et leur comportement que nous sommes venus à Guadeloupe. Cette génération d'éléphants de mer n'a pas vu d'hommes, ou bien peu. Il ne faut pas s'étonner que notre première rencontre avec ce mâle de 3 tonnes provoque une méfiance réciproque.
Ce qui nous frappe en débarquant sur la plage principale, c'est cette impression de foule. Des milliers d'animaux énormes s'entassent sur un espace étroit et long seulement de quelques centaines de mètres. Les observations faites par les zoologistes qui nous ont précédés portaient sur une population beaucoup moins dense. Les éléphants, disait-on, constituent une société hiérarchisée où les mâles contrôlent un territoire bien délimité et règnent sur des harems d'une douzaine de femelles. Mais aujourd'hui, on ne peut plus distinguer les structures sociales chez ces animaux entassés les uns sur les autres. Notre première tâche est de voir si les lois régissant la colonie n'ont pas été altérées par le développement de la population. Les maîtres de la plage, poussés par leur instinct, se lancent des défis. Un mâle, par ses menaces, réussit souvent à décourager un adversaire plus faible. Mais quand deux champions refusent de céder, le combat est inévitable. Depuis des millions d'années que les éléphants de mer viennent à terre pour conquérir les femelles, ils se combattent et leur lutte ébranle le sol. Les mâles, avec leur croc massif, visent la trompe de l'adversaire qui se protège en présentant son poitrail. Un seul coup de dent pourrait éventrer un homme. À terre, le combat devient une épreuve de force et de résistance. C'est un match dans lequel les deux énormes adversaires cherchent surtout à obtenir une décision par abandon. Dans les brisants, sous l'œil indifférent des femelles, le combat est plus violent qu'à terre. Les blessures faites dans la mer sont plus spectaculaires. Mais le sang qui macule le poitrail des combattants vient surtout de l'éclatement des vaisseaux superficiels sous les coups répétés. Bien souvent, le duel cesse aussi soudainement qu'il a commencé. Il est évident que le vaincu ne se bat pas jusqu'à épuisement avant de reconnaître qu'il a perdu. De plus, ces animaux sont trop lourds pour pouvoir lutter plus d'un quart d'heure. Quand la colonie était moins peuplée, un mâle victorieux pouvait espérer régner sur son harem pendant toute la saison des amours. Maintenant, dans l'anarchie créée par la surpopulation, les vaincus et les faibles ont autant de succès auprès des femelles que les mâles victorieux. Les mâles ne se battent peut-être plus que pour obéir à un instinct de violence qui est, dans la nature, un des atouts pour la survie des espèces.
Beaucoup de vaincus rôdent autour de la colonie hypertrophiée, cherchant et trouvant d'autres occasions de se battre et d'aimer. Mais certains renoncent et piquent une tête dans la mer. Dans l'eau, les éléphants de mer n'ont pratiquement plus de poids. Leur énorme masse cesse d'être pour eux une malédiction. Ces mammifères merveilleusement adaptés à la vie marine sont ici chez eux. À une centaine de mètres du rivage, les plongeurs de la Calypso assistent à une scène rare dont personne n'avait encore été témoin, les amours marines d'un couple d'éléphants de mer. « 3 janvier. Les plongeurs décident de tourner les premiers gros plans sous-marins dans une crique un peu à l'écart, où de vieux mâles et des jeunes immatures se trouvent réunis. Par petits fonds, quand l'eau est claire, les éléphants gardent prudemment leur distance vis-à-vis des plongeurs. Dans la mer, ils ont une vue perçante et un champ de vision étendu. Ils peuvent distancer sans peine les plongeurs en quelques ondulations de leur corps, terminées par 2 pieds largement palmés. Un mâle est cerné par hasard à l'entrée d'une grotte sous-marine. Les plongeurs s'approchent pour un gros plan, sans se douter qu'ils risquent leur caméra. Dans la mer, l'homme se sent à la merci d'un monde qui lui est étranger. Mais nos plongeurs savent par expérience qu'à moins de menacer sans le vouloir la vie des animaux, ils ne risquent rien des plus puissantes créatures du monde marin. « 26 janvier. Aujourd'hui commence un nouveau chapitre de nos recherches sur les éléphants de mer. Nous débarquons une équipe pour établir une permanence sur Guadeloupe. Son rôle sera de surveiller nuit et jour les éléphants de mer. La Calypso doit aller se ravitailler, mais auparavant, je tiens à m'assurer que notre détachement sera bien logé et ne manquera de rien. Le camp se trouve à plusieurs centaines de mètres de la plage principale. Dans les années 1920, c'est là que s'installaient les soldats mexicains pour protéger les éléphants de mer contre les braconniers. Avant même que la Calypso ait levé l'ancre, Philippe Cousteau a précédé son équipe sur la plage. C'est lui qui est chargé de l'étude à terre. Dans la colonie, le moment des amours approche. Déjà, les mâles commencent à ressentir l'appel de la nature. Dans ces moments-là, leur caractère n'est pas commode. En janvier, on trouve sur les plages ces déchets que se disputent les mouettes. Ce sont les placentas, les témoins des naissances qui s'échelonnent pendant tout le mois de janvier. La plupart des naissances ont lieu la nuit. C'est la fin de 350 jours de gestation. Les femelles ont passé la plus grande partie de ce temps dans la mer. Elles ne vont à terre sur l'île de Guadeloupe que pour mettre bas, comme elles le font depuis des siècles. C'est parce que récemment les massacres ont été arrêtés sur ces plages où venaient se reproduire les éléphants de mer que la population s'est accrue de façon considérable.
Les bébés naissent au milieu de ces combats et de ces amours qui se déroulent dans le grand désordre qui règne dans une foule pareille. Ils risquent d'être séparés de leur mère dès le premier jour. À leur naissance, ils sont presque aveugles et incapables de se déplacer. Même lorsqu'ils crient la faim, leurs appels sont étouffés dans la cacophonie générale. À peu près un tiers des nouveau-nés meurent avant la fin de leur première année. Quelques-uns périssent par accident ou d'une maladie, mais beaucoup d'autres succombent pour avoir été séparés de leur mère quelques heures après leur naissance. « 7 février. Un petit d'un jour ou deux se débat pour regagner la terre. Il a dû être emporté par une grosse vague et il n'a pas encore la force de nager. Philippe et Canoë l'ont vu et ils partent à son secours. C'est un nouveau-né, mais il pèse bien une vingtaine de kilos. On l'examine avec soin, il ne paraît pas blessé. Comment retrouver la mère de ce petit parmi les milliers de femelles allongées sur la plage? Philippe décide de le lâcher dans la colonie et de le suivre pour voir où il va aller. Une affreuse aventure commence pour ce petit. Il faut qu'il trouve une mère qui accepte de le nourrir, sinon il est condamné à mort. Quand les femelles ont du lait, elles sont disposées à donner à téter à n'importe quel bébé, mais il faut qu'elles en éprouvent le besoin, sinon elles restent sourdes aux plaintes les plus déchirantes de l'éléphanteau abandonné. Il est des cas où le surpeuplement a du bon. Tout se passe comme s'il existait à Guadeloupe une banque du lait. Quand la femelle éprouve le besoin d'allaiter, elle se tourne sur le côté et donne à boire au bébé le plus proche, sans se préoccuper de savoir si c'est le sien. Les nouveau-nés, qui n'y voient pas encore bien clair, poussent avec leur nez pour trouver les mamelles. Les nouveau-nés absorbent par jour plus de 2 litres d'un lait très riche en matière grasse. Ils se constitueront une couche de graisse qui leur permettra de subsister jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour chercher leur nourriture dans la mer, dans 2 mois environ, et de vivre pendant la mue. « 12 février. Philippe et Maurice vont prendre les mensurations de plusieurs petits éléphants qu'ils marquent pour que les spécialistes puissent en suivre croissance et migration. Les mères semblent plus enclines à protéger leurs enfants lorsqu'elles sont installées loin du tumulte qui règne au centre de la colonie.
les mesures. Ce bébé pèsera un jour plusieurs tonnes. Il peut espérer vivre 20 ans. Il mesure 101 cm de long et il a un tour de taille de 86 cm. Ses membres sont réduits et inclus dans le corps. Seuls ses mains et ses pieds sont apparents. Ses doigts, allongés et palmés, sont articulés comme dans une main humaine, mais ils sont munis de solides griffes. Ses pattes arrière deviendront de véritables nageoires caudales. Philippe et Maurice ramènent le petit à sa mère, mais ils sont surpris de voir à quel point les femelles défendent leur progéniture. En général, 3 semaines après la naissance, elles ne s'intéressent plus à leur enfant et ne se soucient que des mâles. Voici d'ailleurs un mâle qui accourt vers une femelle qui se livrait à des tentatives de séduction. Quand les amours se déchaînent, c'est le désordre le plus complet. Les vieilles structures du harem n'existent plus. Il n'y a plus ni choix, ni fidélité dans les relations sexuelles. Nous avons vu souvent certaines femelles accueillir plusieurs mâles dans la même journée. Les mâles, qu'ils étaient vainqueurs ou vaincus au combat, prennent possession des femelles au hasard de la demande. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se passe dans nos villes surpeuplées. Dans les brefs moments de trêve, ces énormes mâles témoignent à leurs compagnes la tendresse dont un éléphant de mer est capable, douceur furtive. Les femelles ne sont fécondes que pendant quelques semaines après la mise bas. Les noces agitées de Guadeloupe constituent souvent un univers de cauchemar pour les malheureux éléphantaux. Des centaines de petits périssent chaque année étouffés ou écrasés. Certains en réchappent par miracle, tant leur corps est élastique. « 16 février. Les plongeurs repèrent dans les brisants une femelle et son petit. Que ce petit soit vraiment le sien ou qu'elle l'ait adopté, elle paraît bien en avoir pris la responsabilité. Il n'a que quelques semaines. Il essaye de nager pour la première fois. Seul son instinct peut lui venir en aide. La mère n'a aucun moyen de lui donner des leçons de natation. Lorsque, pendant ces premières semaines, le bébé a survécu au danger de la colonie, une seconde période critique s'ouvre pour lui. Il pourrait nager dès sa naissance, mais il doit acquérir la force et la confiance nécessaires pour se hasarder seul.
Comme ses ancêtres, il est voué à la mer. Il y passera plus de la moitié de sa vie et il ne dispose au maximum que de 3 mois pour apprendre à évoluer dans sa patrie d'adoption. Je pense qu'à cet instant crucial, un lien s'établit entre la mère et l'enfant. Depuis que l'homme connaît les éléphants de mer, il s'est toujours étonné de les voir ainsi projeter du sable avec leurs nageoires. On a donné bien des explications. L'animal agirait ainsi pour se donner de la fraîcheur, pour se débarrasser de ses parasites ou tout simplement pour se creuser un lit. C'est un geste qui reste mystérieux, d'autant plus que les nouveau-nés l'accomplissent d'instinct. Malgré le nuage de sable, Canoë veut enregistrer les battements du cœur d'une femelle. C'est cette trompe qui leur a valu leur nom d'éléphant de mer. Il a pourtant fallu attendre le XXe siècle pour découvrir à quoi il servait. On a prétendu que ces animaux l'utilisaient pour respirer sous l'eau ou pour saisir leur nourriture. Les marins qui passaient au large étaient persuadés que les éléphants de mer, grâce à leur trompe, appelaient les femelles pour les faire venir sur l'île. Aujourd'hui, tous les observateurs s'accordent à dire que sa seule fonction est de servir de résonateur quand les mâles se lancent des défis. Canoë a enregistré les cris menaçants d'un grand mâle victorieux. Il essaie de voir maintenant si cet enregistrement, diffusé par haut-parleur, provoquera les ripostes des autres mâles. Les menaces du haut-parleur, lorsqu'elles sont dirigées vers un seul mâle, éveillent sa méfiance et même sa soumission à une voix qui continue à affirmer sa supériorité. Dirigées vers 2 mâles, les insultes enregistrées déclenchent les hostilités. Canoë devient le dieu de la guerre. La boîte à son qu'il tient à la main pousse au combat, tout comme les haut-parleurs ont prêché la guerre. La propagande intensive de Canoë a finalement décidé un des plus gros mâles à gagner le large. Le mâle, dont la voix a été enregistrée, était d'humeur plus combative que lui. Chaque minute passée à terre représente pour l'éléphant de mer, en raison de son poids, un effort considérable. Lors de ses déplacements, il se fatigue vite. Il a trop chaud. L'absence de muscles adaptés à la vie sur Terre lui impose un état de somnolence voisin de l'hébétude, et il ne se réveille que pour se battre et pour s'accoupler.
Cousteau et Ted Walker pensent que cette inaptitude à la vie terrestre a failli provoquer la disparition de l'espèce au cours du 19e siècle. Ces animaux n'avaient aucune chance d'échapper aux attaques des hommes. Pendant 50 ans, les baleiniers les ont massacrés pour achever de remplir d'huile leurs barils lorsque la chasse à la baleine n'avait pas suffi. Vers 1880, les vastes troupeaux d'éléphants de mer qui vivaient dans l'hémisphère nord ont été réduits à une colonie de 100 animaux, réfugiés sur cette île de Guadeloupe. Même après qu'ils eurent été en partie protégés par le gouvernement mexicain, les zoologistes ont harcelé les derniers survivants afin de capturer des spécimens pour leurs études. On a pu penser un moment que les éléphants de mer ne survivraient pas. En réalité, ils étaient encore assez nombreux pour assurer la survivance de l'espèce. Mais la difficulté est toujours d'en estimer le nombre, parce qu'il est absolument impossible de les recenser dans l'eau et parce que tous les mâles ne vont pas à terre chaque année. Les éléphants de mer peuvent cesser de respirer pendant 8 à 10 minutes. Ils sont magnifiquement profilés et dépensent un minimum d'énergie pour nager. À la différence des baleines qui ont une seule queue horizontale, les éléphants de mer ont une double nageoire arrière disposée dans le plan vertical. Cette double nageoire agit comme la queue d'un poisson par battements latéraux. Les nageoires avant, agissant comme des pagaies, assurent sans effort les manœuvres de cette masse de chair. L'instinct grégaire des éléphants de mer, qui les fait se rassembler sur les mêmes plages au moment de la reproduction, les rendait plus vulnérables aux assauts des braconniers. Mais une fois leur protection décidée, rendait leur renouveau plus rapide. Alors que d'autres mammifères marins, comme les baleines bleues, ne se retrouvent pas dans une région précise pour l'accouplement et en sont d'autant plus vulnérables. « 28 février. Bernard et Serge vivent depuis plus de 2 mois au milieu de ces animaux. Ils décident d'essayer un nouveau mode d'approche. Au lieu de se diriger vers eux debout ou à genoux, comme ils l'ont fait, ils imitent les éléphants de mer et ils rampent. L'intuition de Bernard et de Serge était bonne. En effet, pour un éléphant de mer, tout ce qui est vertical est hostile. Au contraire, tout ce qui est couché a un caractère amical. C'est ainsi qu'un mâle voit la femelle. Même un grand mâle laisse approcher Bernard sans réagir. Après tout, pour se faire des amis chez les éléphants de mer, le plus simple est de faire comme eux, se traîner par terre.
4 avril, c'est la fin de la saison des amours. La population est déjà bien clairsemée. La plupart des animaux qui restent sur la plage sont en train de muer. Au cours de leur mue annuelle, les éléphants se dépouillent par plaques, en commençant par la queue et en finissant par la tête. Les éléphants de mer font entièrement peau neuve. Puis, ils s'engageront dans la mer pour leur long voyage. Ils ne sont pas venus ici seulement pour changer de fourrure, mais aucun d'eux ne quittera l'île avant que sa mue soit complètement achevée. Au bout de la plage, les bébés de 10 à 12 semaines vont vivre sur leur réserve de graisse jusqu'au jour du grand départ dans la mer. Ces petits sont gras, en bonne santé, ils grandissent vite. Cela soulève l'un des principaux problèmes concernant la nutrition des éléphants de mer. Les zoologistes ont observé que d'autres éléphants de mer, ceux des îles Kerguelen, ne se nourrissaient pas pendant l'allaitement. Mais que se passe-t-il pour nos éléphants de mer qui, eux, vivent dans le nord? Le petit atteindra 150 kilos. La femelle devra lui donner près d'1,5 tonne de lait, c'est-à-dire l'équivalent de son propre poids. Mais nous nous sommes aperçus qu'au cours d'une période d'allaitement, les femelles ne maigrissaient guère. Il semble donc impossible qu'elles ne se nourrissent pas du tout pendant les 5 semaines qu'elles passent à Guadeloupe. Les éléphants de mer sont essentiellement des plongeurs qui vont chercher loin leur nourriture. Mais Ted Walker et moi, nous pensons que les femelles, à notre insu, vont faire des escapades pour se nourrir dans le voisinage même de l'île. 3 indications contradictoires affirment que les éléphants de mer jeûnent ou ne jeûnent pas pendant leur séjour à Guadeloupe. Les zoologistes qui ont examiné leur estomac l'ont trouvé vide. Mais les pêcheurs mexicains prétendent que les éléphants de mer se nourrissent d'algues. Et enfin, nous avons pu constater qu'ils éliminent des excréments jaunes qui sont évidemment des déchets de nourriture. Cependant, nos plongeurs ne les ont toujours pas vus manger. Nous décidons de suivre un éléphant dans l'espoir qu'il va nous conduire à ses sources de ravitaillement. Nous espérons qu'il va s'habituer à notre bouée, qu'il se calmera, qu'il reprendra sa vie normale. L'idée que se fait un éléphant de mer de l'endroit où il convient d'aller ne coïncide pas nécessairement avec nos désirs. Plutôt que de nous conduire quelque part, il nous a semés. « 10 avril. La plupart des animaux qui se trouvaient encore dans la colonie ont gagné l'eau. Le temps de leur départ de Guadeloupe est proche. Les plages sont presque désertes, sauf sur le bord. La foule des éléphants et la marée, en se retirant, laissent voir le nombre incroyable de cadavres accumulés pendant 3 mois. Ce sont surtout des jeunes.
Des centaines de petits meurent sur la plage de faim, d'écrasement, d'étouffement ou de maladie. Mais c'est généralement dans l'immensité de la mer que les adultes vont chercher la mort. 12 avril, Philippe Cousteau et une équipe de cinéastes quittent la Calypso pour faire une série de plongées autour de l'île. En chemin, ils rencontrent des cadavres de jeunes flottant à la surface. Souvent, les petits, sans expérience, se fatiguent et se noient, ou bien ils sont victimes des requins. Au moment où les plongeurs commencent leur descente, un grand requin blanc, tout seul, monte du fond des ténèbres. Une première équipe explore les terrasses sous-marines de notre île volcanique. Peu à peu, les plongeurs éprouvent un sentiment d'étrangeté. Tout est différent ici. Philippe, à la tête d'une seconde équipe, découvre soudain, à 40 mètres de fond, le royaume des morts. Près de la surface, un plongeur allume une torche et commence une descente fantastique. À 50 mètres de la surface, sur une terrasse immergée, s'étend un monde que personne n'avait jamais vu. Le cimetière secret des éléphants de mer. « 20 avril, les guetteurs de la Calypso repèrent plusieurs mâles qui font surface dans l'eau bleue pour respirer. Pour la première fois, les éléphants de mer ne restent plus à proximité de l'île dans les brisants. Ils sont sur le point de prendre le départ pour leur grande aventure annuelle. Les vieux mâles, pleins d'expérience, sont les premiers à prendre le départ vers le large. Cette avant-garde sera bientôt suivie par toute la population de l'île. Au large, nous les observons, accrochés à la surface, comme s'ils hésitaient encore à quitter les rivages de Guadeloupe jusqu'à l'année prochaine. Et puis, ils se décident, amorcent une extraordinaire descente à la verticale et disparaissent dans les profondeurs.
nous ne pouvons pas les suivre au-delà de 80 mètres. Le mystère demeure. Nous ne savons toujours pas comment les éléphants de mer se nourrissent et comment ils vivent dans leur profond domaine. Éléphants de mer, quand nous t'avons approché pour la première fois, il nous a fallu vaincre notre appréhension. Puis nous t'avons souri comme un caprice de la nature. Parfois, la tragédie de ton existence nous a émus. Mais aujourd'hui, nous admirons ta totale maîtrise dans cette mer où nous ne sommes que des nouveaux venus. Nous te saluons, vieux cousin qui a opté bien avant nous pour la mer et qui part une fois de plus pour ta mystérieuse odyssée. Aujourd'hui, nos éléphants de mer se sont multipliés, si vite que les plages minuscules de Guadeloupe ne suffisent plus à les abriter. Peu à peu, ils fondent de nouvelles colonies sur les rivages et quelques individus s'aventurent jusqu'en Alaska. Mais partout, ils se heurtent aux menaces du XXe siècle. Déjà, dans les îles de Californie, ils sont victimes de la pollution due au pétrole. Et les curieux viennent troubler la paix fragile dont ils ont besoin pour maintenir leur nouvelle colonie. Une fois de plus, les voici à la merci des hommes.